Ce soir, nous vous accueillons avec les mots de Sabine Weiss qui, du haut de ses 92 ans et de sa carrière de photographe, plante le décor pour cette émission. Si vous aimez vraiment la photographie, faites-en. Mais faites aussi un autre métier qui vous permettra de manger, de payer votre loyer. Vous allez vivre, maintenant on dit qu'on va vivre jusqu'à 100 ans, pourquoi pas? Et ça, la vie est longue, faites au moins des choses que vous aimez, mais aussi des choses pour gagner votre vie, parce que vous allez voir, il y a besoin tout le temps d'argent. Regardez voir. La photo sur France Inter. Sabine Weiss que nous avons retrouvée sur le site swissinfo.ch dans un entretien récent. Elle parle d'aujourd'hui, oui, elle parle d'un temps qui est le nôtre. Bonsoir. Comment va la profession de photographe? Mal. De nombreux signaux sont là depuis des années. Et début janvier, d'ailleurs le 8, nous avions parlé d'en regarder voir des grands groupes de presse qui ne paient pas en temps et en heure les photographes et remettent ainsi en cause leur vie et celle des agences ou des collectifs qui les soutiennent. Dans le domaine culturel, l'État donne des aides pour le cinéma ou le spectacle vivant. Pour la photographie, rien. On pourrait reprendre le beau carton jaune signé de différentes organisations professionnelles des photographes sorti en décembre 2016. Ce carton est intitulé « Manifeste, 5 ans, 3 ministres de la Culture, 0 mesure ». Reprenons. Sous le mandat de François Hollande, il y a eu d'abord la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui a confié à Francis Brun-Buisson une mission de médiation entre les photographes, les agences de presse et les éditeurs, visant à élaborer d'ici fin 2013 des codes de bonne pratique. Aurélie Filippetti est partie, Fleur Pellerin est arrivée. Elle a annoncé la création d'un Conseil national de la photographie en 2016. A-t-il été rendu public ? En avez-vous entendu parler ? Fleur Pellerin est partie, Audrey Azoulay est arrivée. En 2016, aux Rencontres d'Arles, elle annonce la création d'un Parlement de la photographie. Les présidentielles arrivent, on peut imaginer la suite. Et au quotidien, comment vivent les photographes? C'est un métier dont rêvent les jeunes gens, mais en connaissent-ils les coulisses économiques? On va en parler ce soir avec nos 3 invités jusqu'à minuit. L'équipe est là, Marco Mutel à la réalisation, très attachée de production Fanny Leroy. La musique est choisie par Muriel Pérez, à la technique Lucas Vaillant. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, franceinter.fr avec la belle page Regardez voir. Regardez voir. Brigitte Patient sur France Inter. Alors, pour ce soir, pour un Regardez voir spécial Comment vivent les photographes, j'ai invité 3 personnes qui vont nous aider à comprendre, nous les auditeurs, nous les utilisateurs de réseaux sociaux, les voleurs de photos, les photographes amateurs, dans quelles conditions travaillent les photographes aujourd'hui. Dominique Sagot-Duvauroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à l'Université d'Angers, spécialiste des questions d'économie culturelle, et dans le dossier de l'ASCAM qui est paru en août 2015, qui s'intitule « Photojournaliste, une profession sacrifiée », vous écriviez « On paie les photos à des prix dérisoires qui ne permettent pas aux photographes de vivre de leur travail. On parle de vol et de piraterie dans le domaine du droit d'auteur, mais là, il y a vraiment une forme d'abus. » Alors Dominique Sagot-Duvauroux, ce soir on parle des photographes en général, on ne fait pas des sous-catégories avec photojournalistes, mais on parle de ceux qui exercent de façon tout à fait professionnelle le métier de photographe. Un peu plus tard arrivera Olivier Kuhlmann, qui est photographe et qui fait partie du collectif Tendance Floue. Et puis un peu plus tard encore, nous parlerons avec François Cheval, qui depuis 1996 soutenait la photographie au sein d'un musée d'une ville moyenne de province, Chalon-sur-Saône, musée de la photographie Nicéphore-Niepce. Alors, Dominique Sagot-Duvauroux, j'aimerais que vous nous dressiez une sorte de bilan de la photographie depuis une vingtaine d'années. À partir de quel moment les photographes ont-ils commencé à avoir des conditions de travail difficiles ? La photographie est sans doute le secteur
qui a été le plus bouleversé par la révolution numérique depuis en fait les années 90. Il y a eu 3 révolutions numériques dans la photographie qui ont remis en cause à la fois les formes de travail des photographes, les modalités de diffusion de leur photographie et l'organisation du marché. La première révolution numérique, ça a été la numérisation des images. Les premiers scanners apparaissent dans les années 70, mais c'est vers 1990 qu'on voit apparaître les premiers CD de photographie et les premiers CD de photographie libres de droit d'une certaine façon. Et sur la base de cette numérisation des images, il y a un certain nombre de nouveaux acteurs de la photographie qui vont apparaître, notamment Getty Images, qui va être créé en 1993, si ma mémoire est bonne, et c'est des sociétés qui vont racheter des fonds d'archives, qui vont les numériser, qui vont concevoir des logiciels des banques d'images. Des banques d'images. Ils vont concevoir avec IBM, notamment pour Getty, des logiciels de vente directe de ces images en ligne. Et en quelques années, les Gamma, Sigma, SIPA, qui étaient les leaders du marché dans les années 80, qui étaient des grandes agences de photographie et de photographes. Exactement. Vont être remplacés par ces nouveaux acteurs, Corbis, Getty. Donc ça, c'est la première révolution numérique. La deuxième révolution numérique qu'a connue la photographie, c'est la prise de vue numérique. Et là, qui a concerné directement les photographes. Le premier appareil numérique professionnel, il apparaît en 1998. Mais en gros, c'est autour de 2003-2004 qu'on voit basculer la majorité des photographes professionnels de l'argentique au numérique. Et là, ça remet en cause beaucoup l'organisation de la chaîne de production d'une image. De quelle façon ? Par exemple, les photographes vont devoir assumer eux-mêmes tout un travail de post-production qu'ils n'avaient pas à réaliser auparavant. Et malheureusement, ce temps de post-production, qui est aujourd'hui au moins la moitié du temps que passe un photographe sur une image, n'est pas compté dans leur salaire ou dans leur pige ou dans leur droit d'auteur. C'est quelque chose qu'ils ont énormément de mal à faire valoir sur les marchés. Donc ça, c'était la deuxième grande révolution numérique. Et puis il y a une troisième révolution numérique qui a été le Web 2. La photographie a été pionnière dans l'invention du Web 2, c'est-à-dire la possibilité que vont avoir les amateurs de mettre des contenus sur Internet. La première agence qui fait ça, c'est eStock Photo en 2000, qui invente en fait le microstock et qui va permettre donc à des agences aujourd'hui comme Photolia par exemple de recueillir sur Internet toute une série de photographies qui proviennent des usagers et de les vendre d'amateurs oui. Et de les vendre à des prix évidemment absolument pas suivable par les photographes professionnels. Par exemple, une photo d'amateur sur l'une de ces banques d'images. Moins d'un euro, effectivement. Effectivement. Donc ces trois révolutions. On préfère choisir une photo qui coûte moins d'un euro que d'une photo qui coûterait 90 €. Évidemment. Exactement. Donc ces trois révolutions, pour reprendre votre fil. Ces trois révolutions ont complètement bouleversé à la fois les conditions de rémunération et les conditions de vie du coup des photographes, et ça explique une sorte de paradoxe, pour paraphraser un économiste prix Nobel qui s'appelait Robert Solow, qui disait dans les années 80 aux États-Unis, on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de productivité aux États-Unis. Aujourd'hui, on voit des images partout, sauf dans les statistiques de revenus des auteurs de photographie. Oui. Ce qui est d'ailleurs un phénomène assez général des professions culturelles aujourd'hui. C'est-à-dire on entend de la musique partout, on voit des images partout, sauf dans les statistiques des revenus des auteurs. Et avez-vous vu aussi une évolution, Dominique Sagot-Duvauroux, dans le statut de ces photographes professionnels ? Bien avant, dans les belles années, les photographes étaient salariés de certains journaux, de certains quotidiens, de certains magazines. Vous avez tout à fait raison, il y a une forte montée du travail autonome par rapport au travail salarié. Les photographes sont très très majoritairement aujourd'hui des photographes indépendants, à plus de 80%. Ils sont des photographes indépendants, alors que dans les années 90, ils étaient encore environ 60 à 70% à être salariés. Mmh. Donc il y a un phénomène qu'on retrouve très souvent lorsqu'il y a une pression économique sur des marchés, d'extériorisation et d'autonomisation
de la main-d'œuvre. Et d'une certaine façon, là encore, la photographie préfigure les évolutions économiques qu'on connaît aujourd'hui dans le domaine de taxi. On a un phénomène d'ubérisation du photographe qui se fait bien avant l'ubérisation des taxis ou d'autres choses comme ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune homme photographe qui veut aller faire un sujet dans un pays à l'étranger part sur ses propres deniers, il s'autofinance, il avance l'argent pour le billet d'avion, et s'il trouve un hôtel, il doit l'avancer aussi, le prix de l'hôtel. Et donc, comme il va être avec cette pression économique sur le dos, à savoir, j'ai mis des sous dans mon voyage pour rapporter des photos, il va peut-être prendre plus de risques aussi pour se sortir du lot, faire en sorte que, au retour, ces photos soient enfin achetées par une publication. Oui, ça c'est un autre paradoxe, c'est que l'économie de la photographie, c'est une économie de commande. Majoritairement une économie de commande, sauf que ces commandes, maintenant, elles ne sont plus rémunérées ex ante, elles vont être rémunérées ex post. Et on voit se développer des stratégies qui consistent par exemple à dire, on vous donne une lettre comme quoi on vous assure que votre reportage va passer dans tel magazine, à charge pour vous de négocier un billet d'avion, une chambre d'hôtel, avec des entreprises de tourisme spécialisées. Donc c'est au photographe de construire l'économie de sa commande. Et la seule chose qu'il a, c'est une lettre qui dit « mon reportage va passer dans tel ou tel magazine ». Alors, au début de cette émission, je vous citais, on paie les photos à des prix dérisoires qui ne permettent pas aux photographes de vivre de leur travail. On parle de vol, de piraterie dans le domaine du droit d'auteur. Mais là, il y a vraiment une forme d'abus. Quand vous parlez de vol et de piraterie, est-ce que vous nous visez, nous les amateurs, nous les utilisateurs dans les réseaux sociaux d'images où on fait tournoyer les images sans indiquer qui l'a fait cette belle image que je mets par exemple sur Facebook? Non, loin de là cette idée chez moi. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un phénomène d'évaporation de la valeur produite par les photographies. D'abord, hors de la filière photographique, vers les capitalisations boursières des grands sites d'internet, par exemple. Il y a vraiment un phénomène d'évaporation. Moi, j'appelle ça la valeur vaporeuse de la culture. Et il y a une deuxième forme d'évaporation, qui est l'évaporation de la valeur entre le diffuseur et l'auteur. C'est-à-dire que la valeur a de plus en plus de mal à remonter jusqu'aux auteurs, parce que le système des droits d'auteur est mal adapté aujourd'hui à une économie où finalement le contrôle de la diffusion des images est de plus en plus difficile. Alors l'auteur, justement, l'auteur photographe arrive. On va le retrouver dans quelques instants avec vous, Dominique Sagot-Duvauroux, juste après cette nouveauté de France Inter. Une nouveauté en musique, évidemment, faite par de jeunes Australiens de Berlin, Parcels. Shade
enemy. I would have never thought I'd be my enemy. My Enemy, c'est Parcels sur France Inter et c'est Regardez voir avec mes trois invités qui sont là, c'est vraiment bien. Dominique Sagot-Duvauroux, Olivier Kuhlmann, bonsoir. Bonsoir. Et en fait, vous êtes photographe depuis 25 ans, très exactement. Ben oui, depuis 1992. Vous avez commencé avec l'argentique. Absolument. Donc vous avez vécu tout ce que Dominique vient de décrire. Est-ce que vous pourriez nous dresser un portrait de la situation actuelle dans votre réalité de photographe professionnel? Oui, bien sûr. Actuellement, la photographie va très bien et les photographes très mal. C'est un paradoxe assez étonnant. Effectivement, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, on a vécu à la fois une révolution numérique, technologique importante, mais aussi une évolution, et notamment une évolution de la pratique photographique. À travers l'évolution de la presse elle-même. Alors pour prendre mon exemple et ma génération, je viens donc des années 90, d'une génération qui a commencé principalement avec la presse, ce qui était le cas d'une bonne majorité des photographes de ma génération. Et puis petit à petit, pour un certain nombre de raisons, donc ces révolutions, mais aussi l'évolution de la presse, les différentes crise économique qu'il y a pu avoir, le métier a évolué, a changé et nous a amené à l'envisager différemment et à développer différentes activités. C'est-à-dire, par exemple, quand on va sur les sites des photographes, on voit bien que il y a plusieurs entrées, il y a portrait, il y a mode, il y a corporate. Un photographe professionnel aujourd'hui, pour pouvoir vivre de son travail, doit être multicarte. Est-ce de cela dont vous parlez ? Alors effectivement, il y a eu la nécessité, du fait d'une baisse de travail dans la presse et de revenus, de développer d'autres choses. Ce qui en soi n'est pas intéressant. Pour reprendre mon exemple ou celui des photographes de Tendance Floue par exemple, on travaille évidemment sur des projets personnels, donc des choses plus culturelles, des expositions, ce qui est évidemment très intéressant, des livres. On fait de la vente de tirage. On fait pour certains des workshops, on fait ce qu'on appelle du corporate, c'est-à-dire des commandes pour des entreprises, etc., etc. Donc c'est vrai que l'activité s'est beaucoup développée par nécessité, mais aussi finalement par choix. Et de ce côté-là, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire quoi? Que ça vous pousse à aller dans des domaines que vous n'auriez pas imaginés? En tout cas, à l'époque, on n'aurait pas imaginé. Aujourd'hui, c'est encore une fois à la fois dû à des nécessités économiques, mais aussi par des choix. Par contre, ce qui est beaucoup plus global et beaucoup plus inquiétant, c'est la valeur de la photographie. C'est-à-dire, quel que soit le domaine, la photographie est sous-payée par rapport à la valeur qu'elle a. C'est-à-dire qu'une photographie, un travail photographique nécessite un certain temps, nécessite du travail. Ce travail a une valeur et elle est sous-estimée de toutes parts. Pour des raisons parfois économiques, quand la presse va mal, elle peut moins payer, mais aussi de choix, malheureusement, de profit, avec des groupes de presse qui se sont de plus en plus dirigés, enfin qui sont de plus en plus dirigés par des financiers et non plus par des gens du métier de journaliste, et qui du coup sont là pour faire du profit plutôt que de faire de l'information ou d'apporter un contenu intéressant. Alors vous parliez des boulots culturels, on va aller vers la culture en se dirigeant vers François Cheval. Bonsoir François. Bonsoir. Alors, je le disais au début de l'émission, vous avez été pendant de nombreuses années directeur du musée de la photographie à Chalon-sur-Saône, le musée Nicéphore-Niepce. Et alors, s'il y a bien quelqu'un qui connaît la valeur de la photographie, c'est vous.
Qu'en pensez-vous? Ah, c'est une question difficile. Je sais pas si je connais bien la valeur de la photographie. Ce que je sais, par contre, et je rejoins Olivier là-dessus, c'est que s'il y a quelque chose qui est bien déprécié aujourd'hui, c'est le photographe. Je crois qu'on peut clairement parler de prolétarisation du métier. Oui. On est vraiment dans vous savez, c'est pas très compliqué. On a imaginé chaque année toutes les écoles qui fabriquent un certain nombre de photographes, une quantité assez importante. Aujourd'hui, elles fabriquent ouvertement du chômage. Vous rajoutez les gens qui sortent d'Arles, les gens qui sortent de toutes les grandes écoles. Et il y a une demande certaine de la jeunesse de fabriquer des images, d'avoir une invention par rapport aux images qui correspond à notre période. La photographie n'a jamais été un médium aussi utile pour ce monde. Et leur composition tombe dans le vide. Et moi, ce qui me fait plutôt souci, c'est qu'il n'y a pas d'économie alternative à la crise actuelle. Crise qui est bien, je pense que dans votre studio, les gens ont bien défini la nature de la crise. Le problème, c'est que la réponse à la crise me rappelle, justement, la réponse simplement culturelle me fait souci. À savoir la migration massive des populations de photographes vers des zones non arides que seraient la galerie, le musée, n'est pas la solution. Et en tout cas, ne sera pas la solution pour l'ensemble des photographes. Et ce qui est beaucoup plus dommageable, c'est que ce blanchiment, je dirais, de la photographie documentaire vers l'art enlève, à mon avis, une des dimensions essentielles de la photographie, qui est de documenter, de commenter le monde et d'être un rapport de communication au monde. On considère plus aujourd'hui que la photographie, pour survivre, il faut que ce soit un beau projet artistique. Donc, ça ne me paraît pas donc une réponse économique viable pour l'ensemble de la profession. Et en plus, ça me paraît une mutation du statut du photographe vers le statut définitif d'artiste qui n'est pas sans poser problème. François Cheval, vous, pendant de nombreuses années, vous avez tenu ce rôle que doit tenir une institution auprès des photographes. Pensez-vous que l'État en fait suffisamment aujourd'hui envers la photographie? Il est bien évident que lorsque, pendant 20 ans, à Niepce, on a défendu à peu près 140 femmes et hommes photographes, contemporains vivants. Donc je pense que si toutes les institutions avaient pratiqué cette relation aux producteurs, on n'en serait pas là. Quant à l'État, il est bien évident que on aura bien du mal aujourd'hui à nous dire quelle est la politique de les 5 ans qu'on vient de passer. On aura bien du mal à savoir s'il y a une politique de soutien à la photographie, de compréhension même de ce que c'est que l'image moderne et contemporaine. Je crois que la seule réponse qu'on nous a donnée, c'est 2 petites commandes qui vont faire vivre une quinzaine, une vingtaine de photographes. La commande du ministère de la Culture, oui. Et ça me paraît quand même une réponse totalement inadaptée à effectivement ce qui est aujourd'hui une véritable révolution dans la profession. Personne ne sait, je crois que c'est vraiment important, personne ne sait où on va. Et l'État qui a toujours un rôle keynésien, qui devrait avoir un rôle keynésien, ne remplit absolument pas sa fonction. Je crois que en dehors de tout ça, ce qui est beaucoup plus dramatique, c'est qu'on se rend compte que les dirigeants, l'ensemble des dirigeants, même d'ailleurs qu'ils soient économiques ou non, n'ont absolument pas compris quelle était la modernité de la période et la relation qu'a le monde aujourd'hui avec l'image moderne. Merci François Cheval. Vous êtes le commissaire d'une exposition qui va se tenir à partir du 3 mars, vendredi prochain, à la Cité de la Mode et du Design à Paris. On viendra bien évidemment vous voir et surtout voir Studio Blumenfeld, New York, 1941-1960. Au revoir François. Merci et mes amitiés à vos invités. Oui. Au revoir François. Mes invités qui sont là, donc Dominique Sagot-Duvauroux et Olivier Kuhlmann. Je vous voyais réagir au propos de François Cheval, quand il parlait de la valeur de la photographie qu'on ne lui donne plus aujourd'hui. Oui, mais j'aime beaucoup réagir aux propos de François Cheval. Et en fait, je réagissais au mot de l'aide, parce qu'effectivement, c'est important. Mais il y a, je crois, une confusion que François ne fait pas, hein, mais je crois que beaucoup de gens font sur cette situation des photographes. Les photographes sont aujourd'hui dans une très grande précarité, c'est une réalité. Il faut en tenir compte, mais ce ne sont pas des crève-la-faim qui commandent de l'aide. La photographie a une valeur, et je pense que l'État ou les institutions de l'État ne comprennent pas la valeur que ça peut avoir, et
ferait bien de la développer. C'est-à-dire qu'on est dans un pays, étrangement, je comprends pas pourquoi, qui néglige la valeur de ce qu'elle peut être, de ce qu'elle possède, et notamment lorsque les choses sont inventives et audacieuses. Et la photographie aujourd'hui en France est active, a de la valeur, et la France est d'ailleurs le centre de la photographie avec des événements comme Paris Photo, comme Arles, les rencontres d'Arles, comme Visa pour l'image. Le monde entier vient ici, moi je voyage beaucoup et je vois l'importance qu'elle a, et l'État s'en fout. C'est invraisemblable, c'est-à-dire qu'on a une valeur qu'on n'exploite pas, dont on ne profite pas. On va poursuivre la conversation juste après du bleu sur France Inter. Ce sont les couleurs de ce soir de Regardez voir avec la chanteuse Blondino. Regardez voir. La photo sur France Inter. Ce soir, dans Regardez voir, on parle du métier de photographe. C'est vrai que c'est un métier qui fait rêver les jeunes. Et en fait, je ne sais pas s'ils connaissent exactement ce qui se passe derrière ce mot photographe quand on pratique ce métier au quotidien. D'ailleurs, tout à l'heure, François Cheval parlait des écoles de photographes avec des étudiants. Avez-vous des idées de ce qui se passe dans les écoles de photographes? Est-ce qu'on leur parle de l'après? Je ne pense pas. En tout cas, François Cheval tout à l'heure disait qu'ils se retrouvaient tous au chômage. C'est vraiment dresser un tableau très noir. Mais est-ce qu'on parle de l'économie de la photographie dans les écoles? Qui va me répondre? Dominique. Bien sûr, vous êtes vous-même spécialiste des questions culturelles. Vous êtes professeur à l'université d'Angers. Vous devez en parler de cela.
J'en Dominique parle à Sagot l'université Duvauroux. d'Angers, mais pas dans les écoles de photographie. Oui. Donc je ne sais pas si dans les écoles de photographie, et plus globalement d'ailleurs dans les écoles d'art, on parle beaucoup de l'avenir économique et professionnel des photographes ou des artistes. Olivier Kuhlmann, vous savez si il y a des cours qui se Oui, donnent je à ne ce sais pas propos? s'il y a des cours précisément, mais moi, pour intervenir de temps en temps dans des écoles, je sais c'est des choses dont les professeurs parlent et dont les gens discutent et dont les jeunes d'aujourd'hui, peut-être moins utopiques que notre génération, ils sont très conscients de ces difficultés-là, donc font en sorte de les affronter. Moi, ce qui me pose problème à des moments, c'est que l'économie ayant bougé, s'étant déplacée vers le tirage, vers la vente à des collectionneurs, donc à un certain public de gens qui ont de l'argent, ça implique aussi une certaine esthétique de la photographie. Et ce que je vois, moi, et que je regrette parfois, c'est des gens qui justement vont transformer leur photographie pour répondre à une demande et répondre à un marché. Et ça, c'est un danger. Et je pense que là-dessus, les bons photographes du futur seront ceux qui sauront éviter cet écueil-là et qui iront vers une photographie qui est la leur et non pas celle qu'on attend. C'est-à-dire ne pas vouloir être un artiste, avec un peu d'ironie dans ma voix? Avec un peu d'ironie, oui, ça peut être ça, mais en tout cas, ne pas vouloir être un produit. Dominique Sagot Duvauroux, tout à l'heure avec François Cheval et Olivier Kuhlmann, on parlait de la valeur des images, et vous parlez d'évaporation de la valeur des images. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit François Cheval et Olivier Kuhlmann à propos de la valeur de la photographie. Et d'ailleurs, en général, de la valeur des activités artistiques. Cette valeur, elle a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. On l'évoquait tout à l'heure. Le problème, c'est que cette valeur, excusez-moi, cette valeur, elle s'évapore en dehors des filières artistiques, en dehors de la filière photographique. On avait évoqué les valeurs d'Internet, mais on peut aussi évoquer les valeurs des territoires, tout ça. Et dans ce contexte-là, une des responsabilités des collectivités publiques, des pouvoirs publics auxquels faisait référence François Cheval tout à l'heure, c'est sans doute pas d'empêcher la valeur de s'évaporer. Moi, je trouve que c'est très bien que la valeur s'évapore, qu'elle se diffuse un petit peu partout sur Internet, qu'on voit des images partout, ça c'est très bien. Mais comme avec cette évaporation est associée une évaporation des revenus, il faut que les pouvoirs publics inventent ce que j'appelle moi un alambic, qui fasse revenir cette vapeur dans la filière l'escarcelle des photographes. Voilà. Et donc la responsabilité des pouvoirs publics aujourd'hui, c'est pas tant une responsabilité en termes d'achat, de photographie, de soutien keynésien, et on a fait référence à ça tout à l'heure, de la photographie, mais il y a une valeur produite par les photographes, il y a des marchés de la photographie. Il y a une rémunération qui est insuffisante parce qu'il y a une partie de la valeur qui s'évapore. Il faut la faire revenir dans les filières à travers des taxes éventuellement sur les fournisseurs d'accès à Internet ou des choses comme ça. Et puis, il faut la faire revenir aussi en faisant respecter à l'intérieur même de la filière photographique un rapport de force satisfaisant entre les photographes et l'aval de la filière, parce que c'est ça aussi qui se joue. Ça se joue aussi à l'intérieur de la filière photographique, où finalement les photographes, qui sont souvent des individus peu organisés en collectif, même si Olivier Kuhlmann, lui, est à tendance floue, mais la plupart des photographes sont indépendants, donc ils ont un pouvoir de marché qui est très faible, et les commanditaires de photographie en profitent. Et la responsabilité des collectivités publiques, c'est d'abord de contribuer à faire respecter les contrats, à faire respecter les délais de paiement. Vous l'évoquiez tout à l'heure en introduction. Au début de l'émission, oui. Tout ça, c'est des choses très importantes. Olivier Kuhlmann, taxes, tous ces mots-là vous font réagir. Oui, non. En fait, ce qui est très étonnant dans la photographie, c'est il y a une certaine idée de gratuité. C'est-à-dire que il y a, nous on le voit en tant que photographe, de plus en plus de gens qui nous demandent, qui ce sont des événements, ce sont des lieux culturels, etc., qui nous demandent à montrer notre travail. Et à l'arrivée du projet, le seul maillon qui n'a pas été payé est celui de photographie. Vous voulez dire là pour une exposition, soyons clairs. Alors, on vous demande d'exposer votre travail. Par exemple. Mais après, il y a des choses sur Internet. On vous fait des demandes, des publications sur Internet. Il y a énormément comme ça alors si la liste serait trop longue pour que je la fasse là, mais on a énormément de demandes où n'importe quel autre corps de métier qui va participer à l'événement va être payé, ce que tout le monde considère comme normal, et le photographe ne le sera pas. Et dans le même ordre, il y a énormément d'endroits où la photographie est gratuite, c'est-à-dire où l'entrée, par exemple, d'une exposition est gratuite, ce qui part d'une bonne idée qui est de donner l'accès de la culture à tout le monde, mais d'un autre côté,
par exemple, si on prend l'exemple du théâtre ou du cinéma qui sont aidés l'un par le CNC, l'autre par des subventions assez importantes, ce qui n'existe pas dans la photographie, personne ne demande à aller au cinéma gratuitement ou à ne pas payer sa place de théâtre. Et ce qui paraît normal dans un secteur ne l'est pas du tout dans l'autre, en l'occurrence celui de la photographie. Êtes-vous groupé en tant que photographe? Il y a des syndicats, il y a des associations, on peut citer Page, on peut citer l'UPP, la SCAM qui défend les droits d'auteur, la SAIF qui est la Société d'auteurs des arts visuels et de l'image, mais êtes-vous facilement rassemblés pour parler de tous ces problèmes liés au métier de photographe? Alors naturellement, le photographe est un métier de solitaire, donc c'est vrai que malheureusement, alors il y a effectivement toutes les associations que vous avez, ou syndicats, oui, que vous avez citées, qui sont importantes, dont on fait partie pour la plupart d'entre nous, mais il n'y a pas, c'est pas un métier très corporatiste et il n'y a pas une force de frappe très grande. Si les photographes s'arrêtent de travailler demain, personne ne s'en rendra compte. On n'est pas des conducteurs de train. Si, je peux vous dire qu'un jour, Libération a publié un Libé sans images, on s'en souvient, en 2013. Absolument. Vous vous souvenez de ce Libération sans une seule photo? Il n'est pas passé inaperçu. Non, tout à fait. Mais c'est vrai que les images existantes, si les photographes s'arrêtaient de travailler un jour, ça ne se verrait pas tout de suite. Marvin Gaye en 1968, plaisir et nostalgie. Regardez voir, une émission de Brigitte Patient. Dominique Sagot du Vauroux, nous allons dire un petit mot sur ce marché qui est un des marchés de la photographie que vous appelez le marché des tirages. C'est un marché qui suit une évolution économique, en tout cas quasiment opposée au marché des droits. On a parlé de l'évaporation de la valeur économique des droits de reproduction des images tout à l'heure. Parallèlement, on a assisté depuis une vingtaine d'années à une augmentation très forte de la valeur des tirages photographiques. On oublie souvent que ce marché, c'est un marché très récent. C'est un marché qui n'existait pas dans les années 70, qui s'est construit à partir des années, la fin des années 70, début des années 80. On voit les premières galeries apparaître en France dans les années 70, et puis ça s'étoffe un
peu dans les années 80. Et ça, je dirais pas que ça explose, mais ça se développe très rapidement à partir de la fin des années 90, notamment à la suite de la vente de la collection James en 1998 ou 99, je me souviens plus exactement. Donc, d'une certaine façon, le marché des tirages photographiques vient à point nommé pour compenser un certain nombre de pertes de revenus en matière de droit. Simplement, il ne faut pas non plus en faire la panacée parce que c'est un tout petit marché par rapport aux autres marchés de la photographie. C'est le marché principal pour à peine 4% des photographes professionnels. Donc c'est très bien que ce marché se soit développé, que les photographes aient plus de possibilités aujourd'hui de faire des expositions, de vendre des tirages, d'être en galerie, de valoriser leur regard sur l'actualité sous forme de tirage, mais c'est un tout petit marché par rapport à l'ensemble des marchés de la photographie. Donc ça ne compense pas l'érosion globale de la rémunération des photographes. Les photographes, justement, Olivier Kuhlmann, comment sont-ils payés? Il y a les droits d'auteur, il y a les fois où vous êtes salarié, il y a différentes façons d'être rétribué quand on est photographe professionnel. Le statut est assez différent. On est payé en pige, c'est-à-dire en salaire quand on travaille en commande, par exemple, pour un magazine ou un journal, et en droit d'auteur quand on utilise nos photographies, également dans la presse, mais aussi dans une exposition, par exemple. Après, pour juste rebondir sur ce qu'on vient de dire, effectivement, le marché du tirage est très bienvenu, et merci à nos amis collectionneurs de prendre le relais là-dessus. Mais attention, parce que la photographie a cette particularité, dans sa création même, d'être reproductible à l'infini. Et le marché du tirage, par définition, engendre une limitation du nombre de photos. Et il faudrait pas que la photographie devienne quelque chose de visible uniquement par un petit nombre privilégié, parce que c'est le cas, et ne soit plus visible de tout le monde. De tout le monde, de Monsieur Tout le Monde. Exactement. Un conseil, Olivier Kuhlmann, à un jeune photographe qui veut s'engager dans ce métier. Vous voulez un conseil? Alors, je dirais, ayez de l'audace et soyez patient. Brigitte. Merci beaucoup. Moi, je voudrais conseiller aux jeunes photographes, justement, un article que j'ai trouvé sur Facebook. C'est Pierre Morel qui l'a diffusé. Il s'intitule « Photographe professionnel, où s'informer sur les démarches et les droits ». Et c'est quelque chose de très pratique. Les statuts, il y a des conseils de livres, il y a plein de bonnes idées. Il y a listé tous les syndicats et les associations qui peuvent apporter de l'aide aux jeunes photographes. Je voudrais aussi citer votre dernier livre, Olivier Kuhlmann, The Others, aux éditions Xavier Barral, et puis les vôtres, Dominique Sagot-Duvauroux. Alors, il y en a deux, c'est sur l'art contemporain, édition de la découverte, le marché de l'art contemporain, édition de la documentation française, les collectionneurs d'art contemporain. Et après les livres, un bel article à lire demain dans Libération, un article qui s'intitule « Photographe, une profession oubliée des politiques culturelles françaises ». Ai-je oublié quelque chose? Sans doute, mais Fanny mettra toutes les indications que je n'ai pas données sur la page Regardez voir avec franceinter.fr. Dominique, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci beaucoup. Olivier Kuhlmann, au revoir, à bientôt. Merci. Cette émission va dans vos tablettes, vos téléphones, vos ordinateurs via le podcast. Avec franceinter.fr, vous pouvez la podcaster, la réécouter pendant 3 ans. Après, elle disparaît, sauf si vous l'avez téléchargée. Vos commentaires sont les bienvenus avec la page Facebook et puis Twitter. Et dimanche prochain, on va consacrer cette émission à Joseph Koudelka, qui a une exposition au Centre Georges Pompidou à Paris. Un livre sort aux éditions Xavier Barral. Joseph Koudelka, La fabrique d'exil. Et dans ce livre, il y a un texte de Michel Friseau qui sera notre invité la semaine prochaine. N'ayez crainte, la voix de Monsieur Koudelka sera aussi avec nous. Bonne nuit, belle semaine à vous avec France Inter. Dans un instant, c'est la preuve par Z de Jean-François Zigel.